avis, ça coûte combien un appart comme ça? Moi je dirais entre 15 et 20 millions. Peut-être plus, il va falloir que je vende encore quelques formations si je veux pouvoir me l'offrir un jour. On est sur un square qui s'appelle le square de la place Dauphine. Pour moi, c'est un des plus beaux endroits de Paris. C'est un peu caché, c'est en fait tout au bout de l'île de la Cité, juste devant le palais de justice. Alors comme d'habitude, je vais t'emmener avec moi toute ma semaine, je vais te partager un peu ce que je fais, mon travail, mes difficultés aussi. Et ça commence aujourd'hui, puisque cette journée aurait dû être parfaite, il fait magnifique. Mais je viens d'apprendre ce matin que quelqu'un m'a dénoncé à la répression des fraudes par rapport au pack de formation que j'ai fait sur les investissements. J'ai créé plus de 100 formations, c'est la première fois que ça m'arrive. Cette semaine, je vais créer une formation sur la création de contenu, je pense. Et puis ensemble, on va discuter un peu d'un sujet qui m'intéresse particulièrement, c'est la longévité. C'est le fait de tenir dans le business ou tenir en tant que créateur de contenu sur la durée. Le métier que je fais aujourd'hui, entrepreneur, créateur de contenu, c'est le métier de mes rêves. C'est vraiment quand j'ai découvert ce métier-là, je me suis dit ce métier, il a été designé pour moi. Donc pour moi, c'est pas une étape pour ensuite faire autre chose. Le but, c'est pas de ensuite essayer de revendre tant bien que mal mon business et je sais pas investir dans l'immobilier ou créer un autre business ou créer une start-up, ça m'intéresse pas tout ça. Moi, la seule chose qui m'intéresse, c'est ce que je fais aujourd'hui, le faire de mieux en mieux, tenir longtemps et avoir une vie de passion. C'est ça mon objectif. Donc la longévité pour moi est supérieure aux résultats court terme. Et je pense que c'est particulièrement important à une époque où on peut réussir très très vite sur les réseaux sociaux, où on peut se faire connaître extrêmement rapidement, parfois sans même l'avoir cherché, et ensuite retomber dans l'oubli tout aussi vite. Et je voudrais te partager un peu ce que j'ai appris de tout ça, ce que j'en ai tiré. Comment est-ce que j'arrive à créer du contenu tous les jours sans m'en lasser? Comment ne pas tomber dans une routine qui nous ennuie, qui endort notre audience? Et comment faire aussi pour conserver et pour faire croître une audience sur le long terme sans devenir has-been? Alors c'est la première fois qu'on me dénonce à cause d'une formation. Mais j'avais déjà été dénoncé pour un truc qui n'a rien à voir. C'était quand j'étais au Cambodge, il y a 2 ou 3 ans. Je suis toujours sur cette belle plage près de Sihanoukville. J'avais fait voler mon drone au-dessus des temples d'Angkor. Alors je sais que c'est pas super et aujourd'hui c'est interdit de faire ça. Bon, je le fais ou pas? À l'époque la législation était encore assez floue et je m'étais planqué dans un coin aux alentours du temple et j'ai fait des images des temples d'Angkor qui étaient absolument magnifiques. Évidemment, j'ai mis ces images dans ces vlogs pour les partager avec mon audience. En fait, ce matin, en me réveillant, je vois que j'ai 5 messages non lus. Je regarde ce que c'est et en fait, c'est mon assistant qui s'occupe du service client, qui reçoit les mails, qui me dit qu'il a reçu un mail bizarre. Je comprends pas ce que c'est. Apparemment, c'est un mec qui me dénonce ou je sais pas quoi. Donc, je regarde les mails. Et là, je vois un mail en effet bizarre d'un mec qui aurait écrit aux autorités cambodgiennes en se faisant passer pour moi. Je vais te faire lire ce mail. Vidéo de Angkor Wat avec mon drone. Je suis actuellement au Cambodge et j'ai fait une vidéo d'Angkor Wat avec mon DJI Mavic Pro. J'ai posté la vidéo sur YouTube, je sais que c'est illégal mais j'aime ça. Attrape-moi si tu peux, bye bye. Quelle est la motivation des gens qui te dénoncent, qui essaient de te traîner dans la boue, qui essaient de te pourrir? Je pense pas que cette question elle soit pertinente. La plupart des gens sont des gens bien, la plupart des gens sont bienveillants et sympas avec toi, mais statistiquement sur 5000 ou sur 10 000 personnes, c'est normal qu'il y ait 1 ou 2 personnes qui soient foncièrement mauvaises. Statistiquement, il n'y a rien d'affolant, c'est tout à fait normal. Et donc c'est notre responsabilité en tant que créateur de contenu de prendre en compte ce phénomène et de se protéger non pas de notre audience, mais de l'extrême minorité de notre audience qui va vouloir à tout prix nous nuire. C'est pour ça que dans ton business, en plus d'avoir un code moral que tu as naturellement en tant qu'être humain, tu dois avoir un code légal. Tu dois faire attention aux règles. Parce que si tu fais des erreurs, si tu respectes pas toutes les règles à la lettre, la plupart des gens vont jamais t'en vouloir pour ça. Mais ça donne une prise aux gens qui veulent te nuire pour réussir à te faire tomber.
Bon alors ce soir je suis pas tout seul, j'ai invité à dîner Chris de Poisson Fécond, qui est de passage à Paris. Bonsoir. Qui est avec son livre préféré. C'est juste quelque chose que m'a offert Antoine, donc ça peut servir de calmeubre potentiellement. Ça fait 10 ans que t'as ta chaîne YouTube? Presque. C'est énorme et tes vidéos elles font toujours 800 000 vues. Et j'aimerais savoir c'est quoi ton secret pour durer quand tant de youtubeurs finissent par abandonner ou simplement leur chaîne est en décroissance. Le fait d'être capable de se renouveler, j'avais trouvé des concepts et notamment un concept porteur, ensuite j'en ai trouvé un autre. Et donc en fait je surfais de concept en concept. Et ce qui est bien avec les concepts, c'est quand vous avez trouvé la première vidéo, puis la deuxième, troisième qui marche, bah vous dites bah la quatrième va marcher, la cinquième va marcher. En fait quand vous avez trouvé la bonne façon de marcher, en fait vous pouvez marcher tout un long. Au bout d'un moment vous fatiguez et vous changez. En fait il suffit de prendre un autre véhicule, peut-être le vélo était rouillé, tu changes par un autre. Je suis toujours ou presque en train de chercher des nouvelles idées et je les teste. Sur peut-être 10 idées que vous allez tester, il n'y en aura que 1, 2 ou 3, 4, ça dépend, qui vont marcher. Et donc à ce moment-là, celles-là, vous les exploitez et vous en faites des sortes de mines d'or. Tu as réussi en fait à déléguer complètement ta chaîne YouTube, c'est-à-dire que toi tu fais la présentation des vidéos, mais c'est plus toi qui écris les scripts, c'est plus toi qui monte tes vidéos. Et donc ça te permet aussi de ne pas faire de burn-out, de ne pas t'épuiser à la tâche. On avait fait une interview complète cet été, j'avais fait un tour de France des entrepreneurs libres et j'avais rencontré Chris. Il nous parlait exactement de son métier, de comment il faisait pour gérer une grosse chaîne YouTube. À combien de millions d'abonnés? C'est plutôt en milliards que ça se compte. À gérer tout ça, à piloter tout ça avec une équipe de quoi? De 10-15 personnes. Excuse-moi Antoine, du coup c'est pas très intéressant ce que tu racontes. Allez voir la vidéo parce qu'elle est top et voilà. On est mardi, alors aujourd'hui je vais visiter un nouvel appart. C'est un peu différent de l'appart de la dernière fois parce que là c'est vraiment un appart qui a l'air bien. 5e étage, très très belle vue. Il est aussi nettement moins cher que celui qu'on a aujourd'hui, donc je pense qu'il y aura plus de concurrence pour l'avoir. Donc ça va pas être évident, surtout que notre dossier n'est pas complètement fait parce qu'on n'a pas le bilan de cette année, enfin bref. C'est du détail, mais ce qu'il faut retenir, c'est que je visite un appart, je vais te montrer à quoi ça ressemble, je pense qu'il va me plaire, et s'il va me plaire, je vais tout faire pour l'avoir. L'appart est super. Le problème, c'est que c'est un bail institutionnel et ça veut dire qu'ils sont extrêmement sélectifs sur le dossier. L'agente nous a dit que jusque-là, ils avaient déjà refusé 100% des dossiers qui avaient été déposés et qu'ils préféraient que l'appart soit pas loué plutôt que de prendre le moindre risque. On va essayer de l'avoir, mais c'est pas gagné. Bon, je pense que tu le sais, mais c'est extrêmement compliqué de louer un appartement à Paris parce qu'il y a peu d'offres pour énormément de demandes. Même si tu as les moyens et même si tu as des garanties solides, un appartement peut te passer sous le nez. Aujourd'hui, c'est jour de création de formation. J'ai déjà trouvé la thématique, ça va être une formation sur la création de contenu. Et l'objectif, ça va être d'aider les créateurs de contenu à relancer l'attention pour ce qu'ils font, à surprendre les gens, à chambouler les gens, à inspirer les gens, à créer du contenu à haute intensité émotionnelle. Donc là, j'ai presque fini de bosser sur la mind map. Je me suis inspiré d'énormément d'exemples, notamment de chaînes YouTube que j'aime bien. Et je suis content, ça va être une excellente formation. Beaucoup de formateurs sont des professionnels, sont des experts de leur sujet, mais ils ont du mal à attirer l'attention, à raconter des trucs qui fascinent les gens en fait. Et moi, c'est un sujet que j'ai énormément étudié, parce qu'au début, moi-même, j'avais beaucoup de mal. Je considérais que mon contenu était super chiant. J'ai beaucoup bossé justement pour rendre mon contenu un peu plus attractif, un peu plus piquant, un peu plus croustillant. Et maintenant, c'est à mon tour d'enseigner ça à mon audience. D'ici à ce que le vlog sorte, la formation sera en ligne. Je te mettrai un lien qui est juste en dessous. Il reste probablement 1 ou 2 jours pendant lesquels tu peux y accéder à son tarif de lancement. On est mercredi aujourd'hui, j'ai une chose à faire, enregistrer ma formation. La plupart des youtubeurs joue le rôle du bon pote ou de la bonne copine. Quelqu'un avec qui on se marre bien, mais quelqu'un qui va pas nous aider à grand chose. Si tu veux aller plus loin que simplement faire des vues, si tu veux vendre tes compétences, il faut pas simplement gagner leur attention. Ça c'est la première étape, mais ça ne suffit pas. Il faut qu'ils te voient comme un guide. Il faut qu'ils te fassent suffisamment confiance pour accepter de se faire aider ou de se faire
formés par toi. Et c'est comme ça que tu vas pouvoir apporter ta contribution et c'est comme ça que tu vas pouvoir construire un business rentable, voire extrêmement rentable, même si tu n'as pas une très grosse audience. Les gens ont besoin de personnes qui leur disent quoi faire. Voilà, il est 16h30, j'ai fini la formation. Comme tu l'entends à ma voix, je suis un peu cassé. En vrai, j'ai pas été très productif sur cette formation. J'ai mis 2 jours à la faire, un jour pour faire le plan, un jour pour tourner. Alors je suis content parce que j'ai mis beaucoup de choses dedans, beaucoup d'exemples et je pense qu'elle est vraiment pédagogique. Moi j'aimerais bien réussir à sortir mes formations en début de semaine, mais j'arrive pas. Voilà. Le week-end, je suis pas motivé pour bosser et souvent je prends un peu plus de temps que prévu pour faire la formation parce que j'ai envie de faire ça bien, de rajouter des exemples, des outils. Et au moment du tournage, c'est toujours beaucoup d'énergie pour moi de tourner, donc après je me sens pas d'écrire un mail de vente. Donc voilà, je te partage parce que c'est pas parfait. Après c'est pas grave. Moi j'aime bien prendre mon temps, tu sais. C'est un truc dont on souffre souvent en tant que créateur de contenu, c'est on a une sorte de rush de se dire il faut toujours que je sois dedans, il faut toujours que je cours dans ma roue de hamster, il faut que je propose tous les jours du contenu, sinon mon audience elle va arrêter de me suivre. En vrai ça se passe pas comme ça. Si t'arrêtes de créer du contenu pendant quelques jours ou pendant quelques semaines, si t'as bien fait ton boulot, l'audience elle reste, elle revient et elle t'oublie pas. Il faut pas avoir peur de prendre son temps quand on a besoin de prendre son temps. J'adore le contenu quotidien, mais je suis pas un nazi du contenu quotidien. Je vais pas te dire que il faut à tout prix créer un contenu par jour, que si tu rates une journée c'est foutu. Non. Moi je fais du contenu quotidien parce que j'aime bien créer du contenu tous les jours. Mais si ça devient une prison, si ça devient un truc qui te torture tous les jours à dire il faut absolument que je crée un contenu, ça va pas quoi. Il faut trouver des relais pour continuer à s'amuser dans son boulot, c'est tellement important. Je veux dire, on fait pas ce boulot là pour s'enfermer dans une prison. On fait ce boulot là pour être libre et donc il faut rester libre d'une manière ou d'une autre. Si on se fait chier, notre audience elle se fait chier avec nous quoi. Comme disait Chris de Poisson Fécond, faut savoir évoluer, il faut savoir changer de concept quand on en a marre, quand ça marche plus. Donc voilà. Allez, j'arrête de parler moi et je ferme cet ordinateur. On est vendredi, hier j'ai reçu une nouvelle caméra, je t'ai fait un test complet que tu peux aller voir, c'est la dernière vidéo que j'ai postée. Et cette caméra, elle va m'être utile pour un projet bien particulier, c'est de partir en quête de cette plage. Je t'en ai parlé dans le dernier vlog, c'est une plage qui se trouve au Costa Rica et je me suis promis que j'irais me balader dessus. Donc là je commence à regarder comment faire pour y aller, de quoi est-ce que j'ai besoin, est-ce que c'est ouvert malgré le Covid. Je suis allé sur un site qui s'appelle tourdumondiste.com. Donc il a une carte avec tous les pays du monde, s'ils sont ouverts, s'ils sont fermés, comment faire pour voyager et quelles sont les conditions. La bonne nouvelle c'est que le Costa Rica est ouvert, il n'y a même pas besoin de test PCR, par contre il y a besoin de remplir un formulaire en ligne et surtout de souscrire à une assurance. Maintenant, quand le vol dure plus de 12 heures et que je peux le payer avec la boîte parce que je vais travailler sur place, je le prends en business class. Parce que quand tu passes la nuit dans un avion, pouvoir t'allonger complètement, c'est un luxe auquel une fois qu'on a goûté, c'est extrêmement difficile de revenir en arrière. Bon j'allais prendre des billets en business et je me suis aperçu que si je prenais des billets en éco, il y avait des vols sans escale. Étant donné qu'en plus je suis même pas sûr à 100% de pouvoir le prendre ce vol, je pense que c'est mieux et plus prudent de prendre un vol en éco aller-retour sans escale. Maintenant il faut souscrire à l'assurance. Maintenant j'ai plus qu'à remplir le joyeux formulaire. J'ai mon vol qui est réservé, départ au Costa Rica le dimanche 11 avril, tout seul, vers un endroit où je n'ai absolument jamais été, dans le but de trouver cette plage et de faire un vlog dessus. J'ai plus qu'à préparer mon sac. Je sais pas si tu as vu, mais YouTube est en train d'expérimenter une nouvelle version de son application dans laquelle les pouces rouges, les pouces vers le bas, ne sont plus comptabilisés. Ça veut dire qu'on peut toujours en laisser, mais il n'y a plus de compteur public de dislikes. Et ça serait une petite révolution en fait sur YouTube parce que finalement depuis l'existence de YouTube, il y a toujours eu un système de notation qui est affiché publiquement. Et si on réfléchit, en fait, c'est la seule plateforme de contenu, c'est le seul réseau social sur laquelle on peut dire j'aime pas. Et il y a pas mal de youtubeurs qui sont pas d'accord avec ce changement et qui disent que le dislike fait partie de la culture de YouTube et qu'il faut le garder et que c'est le seul moyen pour les créateurs de savoir s'ils font des bonnes vidéos ou pas. Moi, je pense pas. Je pense que déjà, le dislike n'a jamais été révélateur de si tu fais une bonne vidéo ou pas. Je pense que peu de gens mettent des dislikes quand ils trouvent que la vidéo n'est pas d'assez bonne qualité. Je pense que la plupart des gens mettent des dislikes quand ils sont pas d'accord. C'est quelque chose qui est spécifique à YouTube parce que c'est quelque chose qui est spécifique à l'anonymat d'Internet. Il va y avoir aucune conséquence pour la personne qui laisse le j'aime pas.
Et pour la personne qui le reçoit, ça peut être extrêmement difficile à vivre. Et je le sais parce que moi je l'ai vécu, et aujourd'hui c'est plus le cas. Aujourd'hui j'ai très peu de dislikes sous mes vidéos, mais c'est aussi parce que j'ai beaucoup changé ce que je dis dans mes vidéos. Je m'auto-censure énormément. Dans ces vlogs, t'imagines pas le nombre de choses que je coupe, parce que je me dis, ah bah ça va pas passer, ou ça va être mal interprété, ou ça va me donner une mauvaise image de moi, ou ça va me faire passer pour un méchant, ou j'en sais rien. Et je pense pas que les gens qui laissent un dislike se rendent compte de ce que ça fait. Mais quand tu vois en fait que t'as des centaines, parfois des milliers pour certains youtubeurs, de personnes qui mettent un dislike, qui disent j'aime pas sous ta vidéo, ça peut être quelque chose qui est assez traumatisant en fait. C'est comme si tu avais une armée de gens en face de chez toi qui ont envie de te taper dessus. C'est un peu comme ça finalement qu'on le vit nous en tant qu'être humain. Donc moi j'ai jamais trouvé ça très sain, cette histoire de dislike sur YouTube. Je pense que c'est une bonne idée de désactiver, ou en tout cas de désactiver son affichage public. C'est bien, je trouve, que les réseaux sociaux modèrent, parce qu'en finalement on se rapproche de quelque chose qu'on a dans la vraie vie, qui est la retenue. Et sur internet on perd un peu ce truc là, parce que on est caché derrière l'anonymat. Ça polarise de plus en plus les gens, et c'est pas bon, c'est pas ça les libertés d'expression. Salut Antoine, je vais te soumettre ma problématique du moment et je te remercie de nous laisser la parole comme ça. Aujourd'hui, j'ai une petite audience, mais très fidèle. J'ai déjà vendu des formations dans ma thématique, à savoir le minimalisme digital, et donc aider à passer moins de temps sur son smartphone et mieux utiliser les technologies qui nous entourent. Et donc ma question est la suivante. Aujourd'hui, je sais que ce qui me manque, c'est de faire grossir mon audience, et faire grossir mon audience de façon organique, en créant du contenu de qualité, en créant du bon contenu qui donne envie d'être suivi, qui donne envie d'être partagé. Ça, c'est la question que je me pose en ce moment. Comment créer du contenu de qualité? Quel est ton point de vue sur la question? Merci beaucoup. Alors c'est une bonne question, la plupart des gens s'intéressent pas forcément à ça. Généralement la question que les gens posent, c'est plutôt comment faire pour avoir plus d'audience, ou comment faire pour me faire connaître, ou comment faire pour percer sur YouTube ou ailleurs. J'ai une théorie. Cette théorie, c'est celle du ballon d'attention. Le ballon d'attention, c'est l'audience qui te suit en ce moment, qui est active et qui peut potentiellement acheter tes produits. Et comment ça fonctionne? T'as des inconnus, des gens qui n'ont jamais entendu parler de toi. Un jour, ces gens-là commencent à te connaître de nom. Ils ont entendu parler de toi, ils ont vu une de tes publicités, ils ont vu une de tes vidéos, peut-être passer sur leur fil d'actualité. Ils n'ont pas encore vraiment consommé tes contenus, ils font pas encore vraiment partie de ton audience, mais déjà, ils voient qui tu es. Et puis un beau jour, ces gens-là, ils cliquent sur une de tes vidéos, ils la regardent et ça les intéresse. Et donc ils en regardent 2-3 et ils commencent à regarder une fois de temps en temps tes contenus. Ils deviennent donc des curieux, donc ils font pas encore vraiment partie de ton audience parce qu'ils suivent pas assidûment tout ce que tu fais, mais on va dire qu'ils sont sur la brèche. La troisième étape, c'est le moment où les gens deviennent des amateurs. Ça veut dire qu'ils consomment ton contenu activement, ils font partie de ton audience, ils sont abonnés à ta chaîne YouTube, ils sont abonnés à ta liste email, ils suivent pas tout ce que tu fais avec une parfaite assiduité, mais globalement, ils savent où t'en es, ils peuvent même devenir clients chez toi. Les amateurs, c'est la majorité silencieuse. C'est souvent la plus grosse partie de ton audience dont tu n'entends pas forcément parler parce que ils vont pas forcément laisser des commentaires, ils vont pas forcément se manifester. Ensuite, on a les adeptes. Les adeptes, c'est ce qu'on veut essayer de construire. C'est l'audience de fans, c'est l'audience qui suit tous nos contenus. Les gens qui vont acheter tes produits, acheter tes formations ou être intéressés par se faire former, par se faire accompagner par le créateur qui suivent, c'est les gens qui vont consommer tout ce que tu fais religieusement. Les gens que tu influences, les gens qui constituent le cœur de meule, les vrais, le noyau dur de ton public. Et puis finalement, c'est un peu triste mais c'est comme ça, la plupart des gens qui seront rentrés dans ton ballon d'attention vont finir un jour ou l'autre par se désintéresser de ce que tu fais et par en sortir. Et donc en fait, l'objectif du créateur de contenu, c'est de réussir à maintenir son ballon d'attention gonflé. C'est-à-dire ne pas se retrouver dans la situation où il n'y a plus personne qui les découvre et où tous ceux qui les ont déjà découverts commencent petit à petit à se désintéresser. Alors évidemment, Arthur, ça ne répond pas forcément à ta question, puisque ta question, c'est comment est-ce que je fais? Déjà, tu es sur la bonne voie.
Ton objectif, c'est pas simplement d'avoir plus d'audience, c'est de créer du bon contenu. Et pourquoi est-ce qu'on crée du bon contenu ? On crée du bon contenu, bien sûr, pour se faire connaître, pour faire marcher le bouche à oreille, pour utiliser l'algorithme de YouTube, pour que de nouvelles personnes nous découvrent. Mais le but, c'est aussi de maintenir le ballon d'attention gonflé en donnant à notre audience ce qu'ils sont venus chercher en s'inscrivant à nos emails, en s'inscrivant sur notre chaîne, en rejoignant notre podcast ou en lisant nos articles de blog. Il y a trop de créateurs de contenu qui s'arrêtent à la première impression, qui se disent « Ok, c'est bon, j'ai chopé le mail, j'ai plus aucun effort à faire ». Choper l'email ou avoir quelqu'un qui s'abonne, c'est que la première étape. Si tu veux durer, si tu veux vendre des produits, si tu veux en faire ton métier, tu as besoin de conserver l'attention et l'intérêt des gens qui te suivent. Et même si c'est extrêmement difficile de résumer comment créer du bon contenu en quelques phrases, je vais essayer de te donner 3 conseils. Le premier conseil, c'est de créer le contenu que tu as envie de voir. Non pas créer le contenu qui marche, non pas créer le contenu qui est tendance en ce moment, mais créer du contenu qui te manque. Créer du contenu que tu aimerais voir dans ta thématique. La raison aujourd'hui pour laquelle je fais des weekly vlogs, c'est pas parce que c'est une tendance qui marche. Aujourd'hui, l'immense majorité des gens qui font des vlogs, c'est des youtubeuses beauté. Dans ma thématique, c'est pas du tout quelque chose de courant. Mais la raison pour laquelle je le fais, c'est que moi, ça m'intéresse. J'aimerais bien connaître les coulisses des business des gens que je connais. Ça m'intéresse énormément. Et je me dis, si moi j'ai envie de voir ce type de contenu, probablement que je suis pas le seul. Ça, c'est le premier conseil que je peux te donner. Le deuxième conseil que je peux te donner, c'est parle de ce qui intéresse les gens, même si ta thématique est ennuyeuse. Donc même si tu parles de compta, si tu parles de fiscalité, si tu parles d'administratif ou de thématiques qui font pas rêver la plupart des gens, tu peux rendre ces thématiques intéressantes en faisant le lien, en la croisant avec des thématiques qui fascinent les gens, avec des thématiques pop culture. Et le troisième conseil que je peux te donner, c'est explique moins, montre plus. Je pense que la raison principale pour laquelle les entrepreneurs comme toi et moi avons du mal à percer sur YouTube, c'est parce qu'on parle trop. C'est parce qu'on parle trop et je suis le premier à le faire. Pendant des années, j'ai fait des vidéos YouTube où j'allumais ma caméra et je parlais pendant 25 minutes et il ne se passait rien. La théorie, c'est bien, mais on est des animaux visuels. On a besoin de voir ou tout au plus de s'imaginer les choses pour pouvoir vraiment les intégrer. Alors comment est-ce qu'on fait pour expliquer moins et pour montrer plus ? On utilise des images. Ça peut être des images physiques, des schémas, des photos, un peu comme je viens de le faire, mais ça peut aussi être des histoires que tu vas raconter, que les gens vont se représenter dans leur tête. Ça peut être des métaphores, ça peut être des exemples, ça peut être des petites anecdotes sur ta vie. C'est ce genre de choses qui va relancer l'attention des gens, qui va faire que tes contenus vont fonctionner. C'est exactement ce dont je parle dans la formation de la semaine, contenu à haute intensité. Je t'apprends à créer du contenu qui surprend, du contenu qui chamboule, du contenu qui va inspirer ton audience et qui va souder ton public autour de ta personnalité. Pour ça, j'ai étudié des créateurs de contenu légendaires, des mecs comme Casey Neistat par exemple, pour essayer de comprendre quel était le secret derrière la fascination qu'ils exerçaient sur leur audience. Si tu veux accéder à cette formation, il te reste peut-être quelques jours pour le faire, je t'ai mis le lien juste en dessous dans la description. Dans le vlog de la semaine prochaine, je vais préparer mon voyage pour découvrir cette plage de rêve au Costa Rica. Je vais faire mon sac minimaliste devant toi, je vais tout te partager. Si tu as envie de rêver un petit peu soleil, liberté, cocotier et voyage, ne rate pas le vlog de dimanche prochain. À la semaine prochaine.